Hey, 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 salut tout le monde. Alors, vendredi 21 juin 2024, journal de bord d'Hatem Ben Abdallah. Un petit coucou à tout le monde. Il est 19h et fin de semaine et je fais le bilan. Parfois je fais un petit bilan de vie et là je savoure mon bonheur. Un bonheur que je pensais inaccessible il y a quelques mois, quelques années. Et je repense à ma vie, tous mes espoirs déçus concernant chercher l'amour à l'extérieur de moi et que ce soit auprès de ma famille, qu'auprès de mes relations. Et il m'aura fallu longtemps pour piger. Je suis heureux que cette chaîne existe. Elle n'a aucune prétention, elle est juste là pour me permettre de communiquer des choses qu'il sont impossibles de communiquer dans mon entourage d'origine, ma famille ou certaines de mes relations amoureuses. Et donc je réalise un peu dans le tard que l'errance dans laquelle j'ai été le plus clair de ma vie, d'avoir une enfance vraiment particulière, dans un environnement ultra dysfonctionnel, en banlieue parisienne. C'était une combinaison malheureuse pour quelqu'un comme moi, avec la sensibilité que j'ai. Et il aura fallu du temps, des épreuves pour que je puisse devenir l'homme que j'aurais dû être il y a 30 ans. Et je me sens m'épanouir comme jamais dans ma vie. Et aujourd'hui, je savoure la qualité de personne que sont mes amis d'enfance, mes amis de ces 20-30 dernières années aussi, des personnes remarquables qui ont compris, ou en tout cas apprécié qui j'étais, et qui ont pu me donner leur amour et leur stabilité émotionnelle. Et c'est un peu difficile pour moi de dire qu'aujourd'hui j'ai ressenti dans ma vie beaucoup plus de connexion et d'amour auprès de mes amis, auprès de personnes que j'ai rencontrées, et même parfois dans mon boulot. Par exemple, l'année dernière, dans mon industrie, puisque je fais des effets spéciaux, du design, de la 3D depuis 30 ans. Et ça a été l'année dernière, c'était une catastrophe. Il y a eu la grève des writers. Donc l'industrie du cinéma s'est ramassé la gueule. Et alors que j'ai toujours eu du boulot, même trop. Et l'année dernière, en fait, j'ai eu peut-être 10% de travail. Donc ça a eu un impact sur mes finances. Et bizarrement, quand il y a une crise, c'est des profils comme le mien, seniors, expérimentés. J'ai quand même une réputation dans l'industrie. Et c'est ceux qui morflent le plus, parce que quand tu as une crise, tu vas pas payer des mecs 3 fois plus cher. Et donc finalement, j'ai eu je dirais pas que c'est de la chance, mais cette année, j'ai eu, grâce à quelqu'un que j'admire, on a connecté ensemble, on a à peu près le même âge, il est du Texas,
Et puis ils ont essayé de m'embaucher plusieurs fois et j'ai pas pu, j'étais un peu trop californien. Et puis à la fin, j'ai eu des entretiens et à la fin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Autant mon parcours, surtout de ces 10 dernières années, mon parcours spirituel m'a appris à réfléchir ou à ressentir autrement. Et donc je l'ai contacté, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on bosse ensemble et puis voilà, tu me payeras ce que tu peux me payer. Et ça fait un moment qu'il essaie de m'embaucher, et puis donc finalement j'ai accepté. Et là je bosse pour eux, ils sont à Dallas, et je suis hyper ému par le niveau de gentillesse et d'amour qu'ils ont. C'est vraiment un studio à l'image du fondateur, qui est donc cet homme que je connais depuis plus de 10 ans. Et c'est un plaisir de bosser avec eux. Et j'ai un bonheur comme ça de voir des gens qui m'ont recommandé. Des fois sur LinkedIn, j'ai des commentaires de patrons de studio qui ont félicité le début d'un nouveau parcours et qui ont dit des choses émouvantes. Tu sais, c'est comme si tu connais des potes, des amis, et puis ils te disent pas à quel point ils t'apprécient. Tu l'as uniquement à des moments quand il y a une recommandation à faire ou un écrit. Et c'est assez émouvant. Pourquoi j'en parle, c'est que peut-être que c'est spécifique à ma sensibilité, peut-être parce que je suis hypersensible, j'en sais rien, mais je regarde en rétrospective tous mes désirs depuis l'enfance d'avoir une enfance sereine, avec de l'amour, du calme, de la connexion, et pas de drame. Et secrètement de rêver qu'un jour je pourrais avoir cette étreinte que j'ai l'impression d'avoir jamais eue. Et après tu avances dans la vie et tu te frottes au monde des adultes, d'avoir une relation, une compagne, et tu vois rebelote, et après tu te grattes la tête, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Et donc je suis ému aujourd'hui de voir tout ce parcours, et aujourd'hui d'avoir entre guillemets l'homme que j'ai dû sculpter à partir de rien, et d'avoir accepté d'encaisser des comportements hyper instables et toxiques liés à mon environnement d'origine. Et finalement, je me rends compte que finalement ce monde n'est pas forcément si sombre. Il y a 10 ans, quand j'ai divorcé, j'ai été obligé de divorcer, j'avais pas l'intention. Pour moi, lorsqu'on a des enfants, on ne divorce pas. C'est un autre débat, je pourrais en parler pendant des heures sur la médiocrité du monde moderne, qui nous fait croire, qui encense le plaisir individuel, qui sacrifie les enfants sur l'autel de l'individualisme, du plaisir, soi-disant de l'émancipation personnelle. J'ai un peu une forme de cynisme avec le monde moderne et ces valeurs d'une médiocrité jamais vues. Et quand il y a eu ce divorce, et je me suis dit mais attends Thème, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé, pourquoi cette vie est arrivée alors que j'ai eu l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même. C'était jamais assez. Et après le divorce, je me suis dit bon Thème, si tu prétends aimer le genre humain, tu vas peut-être, il va falloir peut-être que tu te poses des questions. Et je me suis pris la tête. Là, j'ai eu toutes mes ressources émotionnelles, intellectuelles que j'ai mises au service de la compréhension de ce qui m'était arrivé. Et
Et ça a été le début d'une quête fantastique, épique, où j'ai pu non seulement mener mon enquête, étudier des tas de domaines, psychologie, philosophie, religion, spiritualité, philosophie, et c'est comme si en fait on était capable d'exploits extraordinaires uniquement lorsque la situation devient critique ou lorsqu'on touche le fond. Et le divorce a été pour moi un des moments dans ma vie où j'ai touché le fond. Et tu sais, tu touches le fond et tu flippes parce que tu te dis et s'il y avait un autre sous-sol? Et donc t'as pas envie, tu dis je vais peut-être profiter de ce fond-là pour rebondir. Et j'ai étudié comme un malade les différentes pathologies que je pensais avoir été abusé avec. Et je me suis dit écoute, si tu aimes le genre humain, il faut que tu acceptes la part sombre de l'humain. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis orienté vers le Cluster B Personality Disorder pour comprendre les ravages de différentes pathologies dans ma famille. Et en étudiant le DSM-5, le manuel de psychologie américain. Et c'est là que j'ai pu étudier la perversion narcissique, les comportements borderline, comme on dit en français déjà, personnalité limite, et l'histrionisme. Et c'est là que j'ai découvert des choses qui expliquaient beaucoup de souffrances que j'avais pu souffrir depuis que je suis tout petit, mais aussi mon incapacité à m'associer avec des personnes émotionnellement stables, parce que mon enfance était devenue une sorte de norme, c'était le seul truc que je pouvais reconnaître. Et donc, moi qui voulais m'échapper de cet univers, de cette ambiance cataclysmique, d'une instabilité incroyable, et je retombais dans les bras de narcissiques ou de borderline, ou et certaines histrioniques. Et donc, j'ai personnellement... toutes ces pathologies, pour moi, me font de la peine. Je ne les vois pas comme des insultes. Je sais que c'est vachement utilisé à tire-larigot en France ou ailleurs par rapport à des personnes qui ont du mal à assumer leurs responsabilités. Donc, dès qu'il y a une difficulté, l'autre est traité de pervers narcissique. Mon but, sincèrement, était vraiment de comprendre et éventuellement de savoir ce que j'avais et éventuellement trouver une solution. Et pour moi... quand j'ai étudié ces pathologies, c'est vraiment dramatique parce qu'à la base de ces pathologies, il y a des grandes souffrances qui ont démarré dans l'enfance pour ces personnes traumatisées. Et en général, c'est entre 5 et 8 ans ou pour les cas de borderline et quand c'est pour les cas de perversion narcissique, c'est plutôt aux alentours de 10, 11, 12 ans. Et donc j'ai fait mes recherches, j'ai fait un travail titanesque. J'ai passé presque 10 ans à étudier la question. Je ne me prétends pas être un expert, mais pas du tout, et encore moins un psychologue. Mais ce qui était fascinant, c'était de me dire, mais si tu aimes le genre humain, il faut que tu vois toutes les facettes de l'humain. Et ça, en voyant ces pathologies, ça m'a permis d'avoir encore plus de tendresse et d'amour pour le genre humain, parce qu'en fait, lorsqu'on étudie ces pathologies, on se rend compte que de la souffrance, on comprend mieux ce que peut-être ces personnes souffrent, malgré leur comportement extrême, leur rage, leur manipulation, leurs mensonges. Ça m'a permis de comprendre qu'en fait, c'est comme si d'une certaine manière ces comportements-là étaient les comportements magnifiés des comportements humains dans des moments de crise. Et je prétends aujourd'hui que on peut tous avoir des comportements de perversion narcissique ou borderline, et c'est juste une question de circonstance, c'est une question de curseur. Et
j'ai de maturité émotionnelle aussi, hein. Et ça a été fascinant ce parcours, et non seulement dans mes lectures, mes études, les thérapies que j'ai traversées, mais aussi les coachs que j'ai eus, hein. Et j'en ai eu plusieurs des coachs, c'était hyper intéressant, j'en parlerai un jour, hein. Et ensuite, dans mon expérience, avec les femmes, et avec le temps, avec l'expérience, je commence à comprendre que j'attirais des femmes dysfonctionnelles, des bras cassés de l'émotion, et je commençais à le voir et à le ressentir. Et je me rappellerai toujours, une fois j'étais sorti avec une fille, et on s'entendait super bien, et puis je commençais à avoir de la bouteille, j'avais quand même de l'expérience, je savais ce que je voulais, et puis un jour on mangeait ensemble, et elle me dit: mais combien de temps il te faudrait pour pouvoir t'installer avec quelqu'un, combien de temps? Je lui dis: je sais pas, 2 ans. Et elle me dit: ah bon, aussi longtemps, hein? Je lui dis, et elle me dit: mais pourquoi? Elle me dit: moi je pensais 6 mois ou un. Je lui dis: je sais pas, 2 ans, moi je vais être sûr que t'es pas. Je disais ça pour déconner, hein, mais je vais être sûr que t'es pas folle. Et ça l'a pas fait rire. Donc voilà. C'était la dernière fois que je la voyais. On est restés amis, mais bon. Et j'ai appris plus tard que 6 mois plus tard, elle avait trouvé quelqu'un. Et la totale. Moins de 6 mois, elle a trouvé quelqu'un, elle s'est mariée, elle a eu un gamin. Tout ça dans la même année. Et donc je me suis dit: oulala, heureusement, je l'ai échappé belle. Mais et aujourd'hui, j'ai développé, je vous passe les détails, mais j'ai tellement fait un travail sur moi qui n'est pas juste un travail de psychologie, c'est toute une découverte, comme une sorte de quête personnelle, comme être un explorateur, et de savoir qui l'on est. On ne se rend pas compte à quel point, depuis l'enfance, on accumule des perceptions, des pensées, et au bout d'un certain nombre d'années, on ne se rend plus compte qu'en fait, on s'identifie à l'amoncellement de pensées et de perceptions. On a oublié le petit enfant qu'on a été, qui était complètement innocent, qui souriait à tout, qui n'avait peur de rien. Et tu te retrouves après, à un certain âge, avec une forme de prétention, une arrogance inconsciente, mais surtout, tu t'identifies à tes pensées, et tu te rends pas compte. Et c'est là, tu te retrouves à brasser des pensées, et à être victime, en fait, de la créature que tu as créée, liée à l'amoncellement de peurs, d'idées préconçues, de machins. C'est comme si on avait cet esprit qui nous sert à résoudre des choses, à travailler, gagner de l'argent, payer les factures, négocier, construire une table. Et c'est censé être un outil à notre service, mais à la fin, on l'utilise tellement à tort et à travers, qu'il y a une forme de culte de l'esprit, de la raison, et qui fait qu'on crée un esprit ruminant, et qui est dans la spéculation permanente, et on ne se rend pas compte qu'on est devenu esclave de l'outil, et qu'on s'est identifié à l'outil. Donc à la fin, l'accumulation de pensées devient notre identité. Et c'est fascinant, parce que si on prend l'image de l'outil, c'est comme si on passe des années à construire un marteau pour pouvoir bien taper sur des clous. Et à un moment donné, on a tellement façonné le marteau qu'on a l'impression qu'on est le marteau. Et le marteau nous dit ce qu'il faut faire après. Et on est là, on ne comprend pas pourquoi on est malheureux. Et donc voilà, et résultat de cette quête personnelle, avec ce travail et tout, mais c'est hallucinant en fait. C'est comme si j'avais grandi avec un déficit de mentor. J'aurais bien voulu avoir
un père présent, un oncle, des oncles qui te donnent de la sagesse. En fait, je réalise pourquoi j'étais fasciné par Paris. Quand j'habitais en banlieue, j'étais admiratif face aux grands penseurs. Et secrètement, j'étais jaloux des grandes familles bourgeoises parisiennes. J'avais l'impression que, tu vois, c'était... ou bien de certaines familles juives où il y avait vraiment une sorte de cohésion. Et j'étais fasciné par les familles où il y avait un esprit de connexion, de cohésion. Et je rêvais d'avoir un mentor, un oncle qui me chouchoute, qui me donne des conseils. Et donc finalement, ces 10 dernières années, j'ai dû faire un rattrapage parce que j'ai fait l'énorme connerie. Quand tu sors et que tu as 20 ans et que tu veux reconstruire ta vie, tu dis c'est bon, j'ai tout compris. Il suffit d'être sympa et tout ira bien. Et en fait, c'est tout le contraire. Et je pense que... Et donc voilà, aujourd'hui j'ai un tel bonheur parce que en fait... ça fait un moment maintenant, mais je l'apprécie, je savoure le fait de pouvoir m'accepter, m'aimer et connaître ma valeur. Et en faisant cette chaîne, j'ai vachement flippé, je me suis dit, à cause des conditionnements de l'enfance. Et je me suis dit, je refuse toute forme d'abus, de pression, familiale ou amicale. Et en fait, pour moi, ça me permet de communiquer des choses à qui veut entendre, sans avoir cette angoisse de me dire tous les gens que j'ai dans ma vie, que j'ai aimé et respecté et qui m'ont défoncé la gueule et où la connexion est impossible parce que toutes les pathologies dont j'ai décrit, là, les cluster B, en tout cas les 3 principales, borderline, perversion narcissique, covert ou overt, histrionisme, elles sont toutes basées sur une immaturité émotionnelle grave et une peur de l'abandon. En gros, pour faire vite, même si c'est plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu interagis avec des enfants qui ont entre 5 et 10 ans dans des corps d'adultes. Donc, ce que j'ai souffert depuis l'enfance, c'est d'interagir avec des gens qui étaient extrêmement importants pour moi, que j'aimais, que j'aime toujours, et où la connexion émotionnelle était impossible parce qu'en fait, le débat, la discussion est déjà faussée. Parce que le but de ces personnes-là, c'est pas d'atteindre la vérité, c'est pas d'atteindre la communion, c'est de gagner. Tout est une affaire de self-defense. Et c'est tragique parce qu'en fait, je me suis senti hyper seul quasiment toute ma vie, même dans certaines de mes relations amoureuses, parce que soit j'étais barré et que je me prends trop la tête, soit j'avais en face de moi quelqu'un qui était d'une immaturité émotionnelle telle où en fait toute ton énergie passe à marcher sur des œufs, où tu te dis putain, faut que j'évite le conflit, je peux pas lui dire que je peux pas. En fait, j'étais entouré et j'ai attiré essentiellement des personnes incapables de prendre aucune responsabilité, incapables d'exprimer de l'empathie, on va dire, une vraie empathie. Je pense que ces personnes sont capables d'empathie, mais c'est une empathie qui est détournée. Elle sert plus comme un sorte de radar en fait. Quand tu as de l'empathie pour quelqu'un, tu as de la peine et tu l'exprimes. Tu vas voir, tu dis je peux t'aider, j'ai l'impression que ça va pas. J'ai tous mes amis que j'ai sélectionnés depuis l'enfance qui sont des crèmes. Je peux demain les appeler et dire tu sais, j'ai pas aimé. La première réaction, j'en suis sûr, c'est de dire merde, je suis désolé, je voulais pas que ça te heurte ou pas. Alors que les éléments, les personnes que j'avais depuis l'enfance j'étais sûr que c'était impossible ça. J'étais sûr que j'allais m'en ramasser une si je disais maman ou papa ou mon ex, tu crois pas que là ça va pas et c'est assez destructeur. Pour reconstruire, mais aujourd'hui j'ai une telle joie parce qu'en fait je me rends compte qu'en fait certains aspects importants de la vie comme l'amour, l'innocence, l'émerveillement, c'est des choses qui se travaillent et qui s'entretiennent. C'est comme des muscles en fait. Et je sais que depuis
depuis que je suis gamin, j'ai une obsession d'éviter de tomber en inconscience, de ne pas me rendre compte. Et ça a été un travail énorme. Et surtout d'entretenir mon innocence et ma capacité d'émerveillement. Et dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, proche, et certaines de mes relations, j'ai senti une sorte d'immaturité émotionnelle telle que c'était flippant. C'était vraiment flippant. C'était vraiment de la science-fiction et une forme d'abus en fait. Et c'est très dur de pouvoir dire que tu as été abusé parce que finalement, je suis un grand gaillard, j'ai fait des arts martiaux pendant 10 ans, je sais me défendre. Et j'aurais préféré en fait me ramasser 3 mecs dans la rue qui m'attaquent plutôt que les dérives psychologiques de personnes qui sont incapables de se rendre compte parce qu'elles sont en défense permanente et voilà. Mais bon, je pense que cette vidéo est assez longue. Il faudrait que je tâche de les faire plus petites, peut-être 10 minutes max. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le bonheur aujourd'hui, fin de semaine, je travaille avec une boîte incroyable. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi une boîte pour l'aspect humain. Et à chaque fois, de temps en temps, je dois les rassurer, leur dire « Je ne suis pas une prima donna, vous inquiétez pas. » Ils ont tellement d'amour et de respect pour moi, j'ai l'impression d'être une superstar alors que je m'en fous. Et ils sont très bons à leur manière dans ce qu'ils font. Donc j'ai ce bonheur finalement de me connecter grâce à mes amis, grâce aux personnes qui m'aiment, à une perception d'amour et une forme de compréhension. Et même si des fois je m'isole parce que j'aime bien m'isoler parce que je ne sais pas si c'est lié à ma condition hypersensible, mais des fois l'aspect social me prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça que j'ai une grande fascination pour les road trips, prendre sa bagnole et traverser les États-Unis pendant 7 jours pour louer une baraque pendant 2-3 mois dans le Maine. Et donc voilà, mais en tout cas, ce qui est fascinant, c'est que peut-être que je vais réussir à briser le cycle infernal familial de l'ignorance et des traumas. On appelle ça aux États-Unis, en Amérique, les intergenerational trauma. Et donc je suis en plein bonheur en ce moment parce que j'ai une capacité de recul, une compréhension intellectuelle, on va dire, des choses. Et puis, et finalement, j'ai l'impression que toutes les souffrances que j'ai pu traverser, je ne veux pas faire Cosette, j'ai eu quand même des bons moments aussi avec, ça n'a pas été... mais bizarrement, quand tu as une sensibilité, même si ça peut être plus ou moins ok dans ta vie, mais il suffit d'avoir ces moments d'abus qui gâchent tout. Et donc aujourd'hui, j'ai ce bonheur de voir des alignements maintenant se faire grâce à ce travail et surtout et de comprendre que peut-être les souffrances que l'on traverse dans notre vie sont peut-être des opportunités, des sortes de claques que tu te ramasses pour comprendre la leçon.